Bonjour tout le monde. Alors dans ce tutoriel, nous allons voir comment intégrer le module utilisateur dans DevOps. DevOps distingue deux principaux acteurs dans son système, dans le fonctionnement de son système. Les administrateurs en back-office et les utilisateurs en front-office. Le module administrateur, lui, fait partie intégrante du fonctionnement de DevOps. C'est lui qui nous permet notamment de pouvoir avoir la connexion et de faire certaines actions rapides une fois que le système a déjà été installé. Le module utilisateur, quant à lui, est optionnel et n'est vraiment utile que si on a besoin d'un système de gestion de sessions en côté front, en gros d'un système utilisateur côté front. Comme dit dans l'entame, ce petit tutoriel est là pour nous montrer comment donc intégrer le module utilisateur s'il n'est pas déjà là et voir comment ça fonctionne avec tous ces services. En installant DevOps, vous avez le composant DevOps Front. C'est dans ce composant que se trouve le module User. Dans le module, rien de bien classique. On retrouve là le formalisme général des modules de DevOps. On peut rapidement aller au niveau de Entity et regarder le module User. À ce niveau-ci, on peut remarquer qu'il extend, donc il hérite d'une entité User Core. Si on va rapidement dans l'entité là, sans trop entrer dans les détails, les attributs qui vont nous intéresser seront généralement le username, le password, l'email et le numéro de téléphone. Donc globalement, voilà les attributs qui vont nous intéresser. Le composant DevOps Front avec le module User pourrait bien être dans l'installation du framework DevOps. Par contre, il n'est pas sûr qu'il soit toujours installé. Au cas où, il faudrait toujours vérifier au niveau du requires, vérifier si DevOps Front module User est bien là. Si ce n'est pas là, il faudrait l'ajouter pour être sûr que le module est bien inséré dans le lifecycle du projet. Ceci étant, revenons au niveau de notre module User et nous allons éditer les dépendances du module. Là où on requiert toutes les entités, les contrôleurs. Nous allons remarquer ici les différentes defines qui vont nous aider au niveau des sessions, de la gestion des sessions. Nous avons le user app, user ID, beaucoup de defines qui pourront nous aider au niveau de la gestion des sessions. Bien. Nous allons dès à présent commencer les tests avec Postman et expliquer le fonctionnement du module au fur et à mesure. Au niveau de Postman, j'ai créé mon répertoire de projet à l'intérieur duquel j'ai mis le module et dans le module on a deux répertoires, User et Authentication. Au niveau du répertoire, je suis venu dans les variables. Donc on clique sur répertoire, on tombe sur cette interface-ci et on n'a qu'à venir au niveau de variable pour spécifier l'URL de base, le base URL. Ça m'est utile dans ces cas-ci. Là, tac, je mets juste comme ça là. Je n'ai pas besoin de réécrire la même chose plusieurs fois pour pouvoir pointer vers le service. En autre terme, ça nous permet aussi de, quand on est en production, on peut rapidement modifier les URL pour pouvoir faire les tests. Donc c'est très utile. Au niveau de variable, on met ça comme ça là et puis c'est bon. Le premier service que nous allons voir, c'est le service de création d'un utilisateur. Donc, ici, voilà, nous avons user.create, c'est le nom du service. C'est en post, body et row. C'est très important. Là, on spécifie l'entité comme ça là. Puis, on peut faire la persistance. Là, tac. Si on voit la réponse en JSON là, ça nous dit successful et ça nous donne comme erreur a user with the same email is already exist. En fait, il y a déjà un utilisateur avec cette adresse email ici et ce numéro de téléphone. Donc on va juste changer comme ça là. Tac. Juste ça. Et puis tac, c'est bon. Notre utilisateur a bien été créé. Maintenant, comment ça fonctionne concrètement, quel est le cycle de vie de ce service en question. C'est ce que nous allons voir maintenant. Donc, ce que nous allons faire, c'est copier ceci, tac, revenir au niveau du projet de notre code source
et aller au niveau du fichier services.php. C'est dans ce fichier-ci qu'on regroupe tous les services du système. Ce qui aura d'intéressant ici, c'est comment intégrer les services utilisateurs. Pour ce faire, c'est très simple. Nous appelons juste le module user ici là avec la méthode web services. Donc, si on contrôle-clique sur ça, on arrive ici et puis on peut faire la recherche du service. On va trouver là user.create. Donc le module user se trouve à la racine du module user. Là, voilà la classe module user. La voici. Ok. Donc au niveau de la méthode web service, c'est là où nous avons tous les web services du module utilisateur. Une fois qu'on a trouvé le service user.create, on peut entrer à l'intérieur dans la méthode registration de user front controller. Les contrôleurs se trouvent dans le répertoire controller classique. Donc quand on entre dans registration controller, nous pouvons voir les différentes méthodes qui sont appelées. Premièrement, on récupère les valeurs envoyées en post avec la méthode row, request row. On récupère ça, le raw data. Et dans le raw data, nous avons le raw user, raw data user. Donc si on revient ici là, c'est effectivement en raw, on a user. C'est ça qu'on est en train de récupérer. Et on utilise la méthode iterate with JSON de la classe controller. Parce que chaque contrôleur extend le user. Bon, ici on est dans le user front controller qui lui extend le user controller qui lui-même extend la classe controller. Donc la méthode iterate with JSON est de la classe controller et non de la classe user front controller. Ensuite, avec ceci, on teste s'il n'y a pas eu d'erreur. Tout à l'heure, quand on a eu l'erreur de un utilisateur existait déjà avec cet email et ce mot de passe, c'est ce bloc de code qui nous a été renvoyé. À supposer que tout s'est bien passé, comme c'était le cas la deuxième fois, nous pouvons générer un code d'activation que nous allons sauvegarder. On va ensuite spécifier l'attribut activité à 0 et first connection à 1. Ça va nous permettre de capter la première connexion et de détecter si l'utilisateur a déjà activé son compte ou pas. On va définir une clé API. Ça, c'est un élément qui est utile à DevOps pour d'autres actions. Ensuite, nous allons persister l'utilisateur. Une fois qu'on le persiste, nous avons donc une instance de la base de données. Après la création de l'utilisateur, nous devons notamment l'envoyer un code d'activation, justement ce code-ci, pour qu'il puisse activer son compte, donc mettre cet attribut-ci à 1. Nous pouvons l'envoyer par mail et par notification SMS. C'est ces deux services, l'envoi de mail et notification de SMS, que nous allons maintenant comprendre comment ça fonctionne et comment les créer pour compléter notre compréhension du module utilisateur, du moins au niveau du service de la création de l'utilisateur. La classe reporting model et la classe notification se trouvent toutes deux dans le composant DevOps CMS. Si on ouvre ce composant, on va remarquer le module reporting et le module notification. Ils servent respectivement à la gestion des mails et à la gestion des notifications. Nous allons commencer par le module reporting où nous allons créer les mails et voir globalement comment ça fonctionne. De retour sur notre navigateur, nous allons nous connecter au back-office. Là, tac. Une fois connecté au back-office, on va premièrement aller voir notre nouvel utilisateur qu'on a eu à créer. C'est celui-ci. Si on vient là, c'est lui. Il est bien présent. Ce que nous allons faire, c'est aller dans le module reporting là et puis cliquer sur reporting model. Au niveau du reporting model, nous avons premièrement ici le SMTP configuration. C'est à ce niveau que nous allons mettre tous les paramètres SMTP. Je vais envoyer le lien. On retrouve premièrement ici
les SMTP configuration pour la configuration des paramètres de SMTP. Dans la version précédente, nous pouvions directement les configurer à partir d'ici, et pour des raisons pratiques, dans la nouvelle version, ils seront configurés directement dans le fichier constant.php au niveau de ces définitions ici. Après ça, nous avons une petite documentation de comment est-ce que ça fonctionne. Il faudra déjà que je mette à jour. Puis, nous avons la gestion des emails proprement dit. Il y a déjà un email qui est créé, mais nous allons créer un nouveau. On va cliquer sur le bouton Create. Premièrement, on a le type de reporting. Ici, il s'agit en fait du modèle de mail qu'on veut envoyer. Ça, quand je dis modèle du mail, c'est le template en lui-même. On verra ça un peu plus tard. Ensuite, le nom du mail. On va dire quoi? La référence. C'est le nom qu'on va utiliser pour pouvoir identifier le mail en question. On peut dire registration. OK. Ensuite, le titre du mail, création de compte. Là, création de compte. Et puis là, en français et en anglais, create account. OK. Donc là, généralement, je mets la même chose en haut et en bas parce que j'ai la flemme. Ensuite, une petite description du mail si on veut. Mail envoyé lors de la création du compte. Voilà. Ici, là, le contenu texte, c'est le contenu qui est utilisé pour les gestionnaires de mails qui n'acceptent pas le HTML ou du moins qui ne supportent pas le HTML, les serveurs SMTP qui ne supportent pas le HTML en français et en anglais comme toujours. Puis on enregistre. Là, nous avons notre mail que nous venons de créer. Maintenant, nous allons modifier le contenu même du mail. On clique sur le petit bouton là et on a édité email. Quand on clique sur ça, on arrive sur cette interface-ci. Nous avons sur cette interface à gauche quelques paramètres pour charger des fichiers HTML déjà prédéfinis. Une petite indication de comment est-ce qu'on spécifie les variables. Voilà. Et ensuite une zone de texte. Quand on saisit dans la zone de texte, tac, à gauche nous avons l'aperçu de ce que ça donne. Bon, ici on va remarquer quelque chose, c'est il y a plein d'images là qui ne sont pas, on va dire quoi, qui ne s'affichent pas. Ce qu'on va faire est qu'on va justement aller sur notre premier paramètre qui était email.blade.php, qui est le template en question, pour pouvoir faire quelques modifications. Et pour ce faire, on va retourner dans le code. Une fois de retour dans le code, DevOps CMS, Module Reporting. Donc, une fois qu'on est dans Ressources, Views, on va dans Modèle. Quand on ouvre Modèle, on va voir email.blade.php. C'est ce fichier-ci qu'on va éditer pour mettre les bons liens. Ici, je viens de trouver là où il y a les différents réseaux sociaux. Étant donné que pour le moment, je n'en ai pas besoin, je vais juste supprimer. Et puis, je vais retrouver le logo. Là, ce que je vais faire, c'est pointer vers le logo par défaut du système qui est la racine. Et puis, je vais chercher là en haut. Ici, je vais remettre ENV. ENV pour pointer directement la racine. Ou alors, on pourra aussi laisser le front. Le front pointe vers web asset. Et on peut juste faire deux bacs, tac tac, tac tac, pour revenir à la racine. Et puis là, dire on veut le logo, mais cette version, donc long.png, comme ça là. Voilà. Donc une fois qu'on a terminé ça, si on revient dans notre navigateur ici et qu'on actualise là, voilà les logos qui apparaissent donc ici en haut et là en bas. Ici là, on va entrer peut-être votre code d'activation est, voilà, H1,
puis H1, tac, et on va mettre la variable activation code comme ça. Voilà. Nous avons terminé avec le mail, sauf que ceci c'est la version française. Nous pouvons aussi aller à la version anglaise en cliquant juste ici, anglais. Là, nous mettons comme ça et puis nous traduisons. Tac. Les deux langues sont remplies, la version française est remplie, la version anglaise est remplie. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est juste sauvegarder. D'accord, modification enregistrée, et puis tout est bon. Voilà globalement comment on gère nos différents mails dans le module reporting. Ensuite, nous avions le module notification. Si on vient dans le module notification, nous allons aller ici au niveau du dashboard. Au niveau dès qu'on arrive au niveau du dashboard, nous avons aussi une petite documentation pour montrer comment ça fonctionne. Ensuite, nos types de notifications. Donc, nous avions déjà créé une de user. Nous allons créer notre nouvelle notification. Donc, la notification doit pointer vers une entité spécifique. Là, ça pointe par exemple sur le user. Ensuite, sa référence, c'est registre. Registration. Oui, voilà. Voilà. Ensuite, le contenu. Votre code d'activation est ici. On spécifie là que pour utiliser les variables, on utilise 2 points avec le nom. Donc, est activation code. Voilà, ça c'est la version française. Et puis la version anglaise, your activation code is. Tac. On copie ça et on met là. Voilà. On spécifie bien que cette notification est pour une session utilisateur. Parce que comme je l'ai dit dans TAM, DevOps distingue deux acteurs, les utilisateurs qui sont en front et les administrateurs qui sont en back. Donc la notification qu'on vient de créer est destinée aux utilisateurs. User, on spécifie la session. Puis la route de redirection, ici, c'est optionnel, ainsi que on va dire quoi, l'email qui sera envoyé après que la notification ait été envoyée. C'est souvent nécessaire, mais ici, là, nous faisons les choses de façon séparée pour le moment. On va sauvegarder. Maintenant, allons utiliser cet email et cette notification qu'on a créé. Une fois qu'on a terminé de paramétrer l'email et la notification, on vient justement ici pour les appeler avec les méthodes telles que c'est défini là. Avec ceci, nous avons complété le processus de création d'un utilisateur. Le prochain service que nous allons voir, c'est le service d'authentification. Ici, au niveau de notre postman, c'est authentification. Donc là, c'est toujours en post avec le body. Cette fois-ci, non pas en raw, mais en form data, qui va prendre deux paramètres, le login et le password. Donc voilà. Le service que ça s'appelle, c'est user.authentification. Comme tout à l'heure, on va copier et on va aller chercher la route spécifique au niveau de notre module user. C'est la méthode services. On va chercher le service en question, login controller connection action. Donc là, on entre. Et puis, ici, on récupère notre password en post et on le hash avec SHA-1. Ensuite, on note login. Ici, là, on distingue le login qui peut être soit un email ou le login qui peut être soit le numéro de téléphone. Donc, si nous ne trouvons pas l'utilisateur avec l'email, nous essayons de chercher le même utilisateur avec le numéro de téléphone. Si nous ne trouvons pas le numéro de téléphone, alors là, on renvoie une erreur pour spécifier que l'utilisateur, du moins qu'il y a une erreur soit sur le login, soit sur le password. Voilà. Par contre, si tout s'est bien passé, on fait donc, on instancie avec la session et le user ID, on met l'id dans une session, donc on crée la session en soi, et puis
on peut retourner les valeurs. En terminant le processus de création du compte, on se rappelle qu'on nous a envoyé un code par email et par notification. Et on a vu comment créer l'email et la notification. Maintenant, le prochain service qu'on va consommer, c'est le service d'activation de compte. Que voici. Ici, au service d'activation de compte, ça prend deux paramètres. Le user ID en get et le activation code en post. Une fois qu'on entre le user ID tag et le activation code tag, voilà. Nous sommes en localhost et par défaut c'est 1, 2, 3, 4, 5. Mais en production, ça va être généré dynamiquement. Là, si on valide, ok. Si on valide, ça nous dit que le compte a bien été activé. Maintenant, suivons le service et voyons ce que ça dit. Là, user, tac, activate account. Ici, au niveau de activate account, on récupère l'utilisateur et on l'appelle la méthode activate account, dans laquelle on passe le code d'activation en question. Qu'est-ce que ça cache ici? À l'intérieur, on vérifie si l'utilisateur est déjà activé. Si c'est le cas, alors pas besoin de le réactiver de nouveau. On passe. Si ce n'est pas le cas, on essaie de vérifier donc le code d'activation, si c'est le bon. Si c'est le bon, alors on active, on met le is activated à 1, on met à jour et puis on met à jour l'instance de l'utilisateur. Puis on retourne. Si ce n'est pas le cas, on retourne le message qui dit que le code d'activation n'est pas le bon et on demande à renvoyer. À côté du code du service de Activate Account, nous avons le service Resend Activation Code. Dans le cas où le code n'est pas arrivé normalement, on peut cliquer sur le service de renvoyer le code d'activation en mettant en paramètre uniquement le user ID en get et puis le code sera renvoyé par le même mail et par le même SMS. User, on cherche Resend Activation Code. À ce niveau-ci, il faudra au mieux renvoyer les mêmes paramètres et appeler les mêmes reporting model et notification. À côté de ça, nous allons voir le service Lost Password, mot de passe oublié. À ce niveau-ci, pour initialiser un mot de passe oublié, on va demander le login qui peut être soit le numéro de téléphone, soit l'email et le pays. Si c'est l'email qu'on met, alors le country ISO n'est pas très important. Par contre, si c'est le numéro qu'on met, le country ISO est très important. Qu'est-ce que le service en soi? Si on le cherche là, ici, module user, tech, recette, ok. Donc, à ce niveau, on essaye d'abord de rechercher l'utilisateur qui a soit cet email là, soit ce numéro de téléphone là. Une fois qu'on le trouve, on va l'envoyer un code de validation, un code d'activation au niveau de son email ou par SMS. Voilà. Et on remet le is activated à 0 pour être sûr que la prochaine fois qu'il revient, il a initié un reset password, donc il doit poursuivre l'action jusqu'à la fin. Et ensuite, on l'informe juste que le code d'activation a bien été envoyé. À côté du service de Lost Password, on a le service Reset Password. Le service Reset Password prend deux paramètres aussi, donc 3. Le User ID, Activation Code, ce qu'on a envoyé par mail ou par SMS, et le nouveau password. Une fois qu'on a ces trois paramètres, ça va mettre à jour l'utilisateur, ses mots de passe et réactiver son compte. Là, on cherche le service, reset password, voilà. Donc on récupère le user ID, on vérifie le code d'activation. Si c'est bon, on active, on met le nouveau password et puis on a clôturé le cycle. Nous avons aussi le service de changement de mot de passe. Ce service est assez simple.
L'URL c'est user.changepassword et ça prend un paramètre en get l'id et en post form data old password new password, comme ça. Après le service change password, nous pouvons avoir le service, nous pouvons changer l'email et le numéro de téléphone d'un utilisateur. Sauf que ce qui est avec ces deux paramètres est qu'ils sont utiles pour la connexion. Et ce sont des paramètres qui doivent être vérifiés et validés. Donc, c'est un process pour changer l'email, c'est un process pour changer le numéro de téléphone. Nous allons commencer par l'email. Pour l'email, on check d'abord. Donc, l'étape 1 pour changer l'email, c'est d'abord de check l'email en question. Ici, on prend deux paramètres, le user ID en get et l'email en post. L'email ici, c'est l'email qu'on veut changer. Là, on envoie et le système va vérifier si c'est un email qui existe déjà. Dans ce cas, on ne pourra pas l'utiliser. Et si ce n'est pas le cas, on pourra l'utiliser. Si on va au niveau de check, user check mail, tac, là, module user, tac, tac, check mail. Au niveau de check mail, donc on récupère le mail, on fait toutes les vérifications possibles. On renvoie un code d'activation justement au mail qu'on a rentré. Et une fois que le code d'activation est envoyé, on va venir sur la deuxième étape qui est changement proprement dit du mail. On va entrer le user ID en get et en post, on va entrer encore l'email en question, le code d'activation qu'on a remis sur cet email là et le mot de passe pour une double validation, si on veut dire. C'est le même processus qui va se passer avec le changement du numéro de téléphone. On va vérifier d'abord si le numéro de téléphone existe. Si c'est le cas, alors on ne pourra pas, mais si ce n'est pas le cas, alors ça nous enverra un SMS plutôt pour nous sur lequel il y aura le code d'activation. Et on pourra maintenant effectivement changer le numéro de téléphone en entrant le numéro de téléphone, le code d'activation et le mot de passe. En marge de cela, nous avons les autres services qui sont get user. Donc, ici, on aura le détail d'un utilisateur, la liste des utilisateurs, la mise à jour d'un utilisateur par exemple. Globalement, voilà tout ce qu'il y avait à savoir sur le module, l'intégration du module utilisateur. Nous avons utilisé ici Postman pour faire nos tests de persistance, mais sur la base de ce Postman, on peut l'implémenter sur différentes formes, soit en consommation de web service, soit en implémentation dans les vues directes. Un peu comme ce que nous avons fait ici. Donc là, nous avons directement implémenté sur une vue. Mais ça aurait aussi bien pu être implémenté en web service avec des frameworks front comme Vuetify et autres. Donc, voilà tout ce qu'il y avait à savoir sur le module utilisateur. Donc, merci d'avoir suivi le tutoriel et puis les questions, suggestions en commentaire, nous allons y répondre. Ciao, ciao.